Bonjour, Dr Henzin. Merci d'avoir répondu à mon invitation pour cette entrevue. Pour vous présenter, vous avez démarré votre carrière en tant que médecin généraliste de terrain en 2002 et pendant une dizaine d'années, vous avez pratiqué sur le terrain, donc une jolie expérience pratique. Et puis, vous avez fait le choix d'une spécialisation en santé publique, filière épidémiologie, et pour rejoindre, euh, pardon, la DELM, et actuellement, vous occupez le poste de chef de service des maladies épidémiologiques au niveau de cette direction. C'est ça? Exactement, exactement. Chef de service des maladies épidémiques à la DNN. Docteur Hind, votre ressenti depuis l'avènement de cette pandémie en tant que professionnel de santé au niveau central? Alors, merci d'abord pour l'invitation et pour cette initiative d'ailleurs, pour nous rapprocher du vécu du médecin généraliste en général, mais celui privé en particulier. Et voilà, donc certainement mes sentiments ne seront pas les mêmes que le reste des médecins professionnels de santé qui sont en contact direct avec le citoyen. Moi, je suis plutôt dans ce qui est stratégique. Donc, automatiquement, c'est un peu, ça doit différer. Ça doit différer de par la nature de la fonction que j'occupe. Alors, nous, c'est pour cette pandémie, on s'y prépare depuis début janvier. D'accord? Donc, c'était une préparation bien avant l'apparition du premier cas pour le niveau stratégique. Il fallait à chaque fois évaluer le risque, suivre la situation mondiale, internationale, la situation épidémiologique. Et puis, bien sûr, à la lumière de l'évaluation des risques, il fallait décider des mesures à entreprendre ou à mettre en œuvre à chacun des niveaux pour pouvoir déjà détecter ou plutôt prévenir ou réduire le risque d'introduction en premier lieu de la maladie sur le territoire national et puis le cas échéant, si jamais il y a des cas, il fallait contenir et limiter la propagation de l'épidémie. Donc, chacune des phases, il y avait des mesures bien spéciales et chacune des phases, on avait des sentiments particuliers et pour vivre chacune des phases. Voilà, chaque étape pour nous, peut-être l'apparition de cas sur le terrain ou sur le territoire national a inquiété beaucoup de professionnels de santé. Pour nous, la détection du premier cas, vu la préparation qui a été instaurée, vu le système de veille et de surveillance épidémiologique, pour nous, c'est un succès de détecter le premier cas pour démontrer que le système il est réactif, qu'il est capable de détecter les cas. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que les sentiments ne sont pas vraiment les mêmes qu'un professionnel de santé en contact direct avec le patient. Voilà, de par les entrevues que j'ai faites à travers la position de médecin généraliste dans les autres systèmes de santé, si vous avez commencé, est-ce que les médecins généralistes sont impliqués dans cette veille sanitaire? Donc, vous me dites que vous avez commencé à partir de janvier. En recueillant de l'information de terrain, en faisant participer des généralistes à vos réunions, est-ce qu'il y a des comités à l'échelle régionale? Comment ça se passe? Alors, d'abord, il fallait instaurer, puisque le premier axe était de prévenir ou réduire le risque d'introduction des cas sur le territoire national, il fallait travailler au niveau des points d'entrée déjà, renforcer la veille au niveau des points d'entrée. Au niveau des points d'entrée, en fait, il y a ce qu'on appelle nos collègues officiers de santé, qui sont dans la majorité des cas soit des médecins généralistes, d'accord, soit des techniciens d'hygiène, etc. Donc là, c'était le point de départ de notre travail, c'était les points d'entrée. Alors par la suite, dès qu'il y avait l'apparition de premiers cas, tous les médecins généralistes, de par déjà la loi, on est tenu en fait, à n'importe quel niveau, où est-ce qu'on exerce, que ce soit au niveau du privé ou du public, de déclarer, d'accord? Alors, le COVID, pour le moment, il constitue une maladie à déclaration obligatoire de par la situation inhabituelle qui est l'épidémie qu'a engendré ce nouveau virus qui est le SARS-CoV-2. Et du coup, donc, chaque médecin généraliste, sachant qu'il est peut-être le premier point de contact avec le citoyen, d'accord? Voilà, donc sa notification, ce sens de veille, la fibre de santé publique qui existe chez les médecins
généraliste, qu'il soit privé ou public, permet ou contribue à la détection des cas. D'accord? Là aussi, il y a un point très important à soulever, c'est que le médecin privé, il connaît sa population. Le médecin généraliste privé, il connaît bien sa population. Il connaît, soi-disant, le rythme ou la fréquence d'une certaine maladie au sein de son cabinet. Donc, pour lui, une situation inhabituelle est déclenchée chez lui. Cette curiosité est en fait aller vers la notification et la déclaration de toute situation inhabituelle. Donc, c'est une pièce angulaire du système, qu'il soit en privé ou en public. Alors, vous le décrivez très bien. J'aime bien le mot officier de santé, parce qu'il décrit véritablement cette fonction de veille en santé publique qui fait que j'exécute des ordres et je transmets à un niveau supérieur dans l'objectif de préserver la santé de la population. Tout en sachant que tout est inscrit dans la loi, mais les connexions et les contacts ne sont pas mis en place. Donc, à la limite, comment un médecin va déclarer, quel est le processus, est-ce que le contact se fait avec les services sanitaires de sa région ou de sa localité. Je pense que le problème essentiel dans cette crise sanitaire, c'est que ces mécanismes-là ne sont pas visibles ou rapidement mis en place ou connus. D'accord. Alors, si on veut parler spécialement du COVID-19, alors de l'épidémie qui sévit actuellement, donc pour le ministère de la Santé, il a élaboré un certain nombre de procédures et qu'il a diffusé auprès du Conseil de l'Ordre des médecins, du Conseil national de l'Ordre des médecins, et qu'il a aussi diffusé sur le site web du ministère de la Santé. Donc, on peut cliquer et trouver une page dédiée aux professionnels de santé. D'accord? Donc là, vous pouvez trouver toutes les procédures, toutes les définitions de cas, quand est-ce suspecté, comment faire, qui contacter, etc., etc. Par contre, il y a un point très important, c'est qu'on ne peut pas, à l'échelle nationale, je dirais, mettre des mécanismes pour gérer ce qui est local et provincial. Donc, normalement, un médecin privé au niveau d'un secteur, ou public d'ailleurs, au niveau d'un secteur bien déterminé ou à l'échelle de la province, il doit disposer d'une liste des contacts, notamment pour notifier déjà toute maladie à déclaration obligatoire, indépendamment du Covid, et bien sûr, des suspicions d'un cas possible, on a mis à la disposition de ce médecin généraliste, qu'il soit public et privé d'ailleurs. C'est au même titre, le médecin généraliste au niveau d'un centre de santé, il notifie à l'ex-cellule provinciale de l'épidémiologie, qu'on appelle actuellement unité de veille de sécurité sanitaire de santé et environnement. C'est comme ça que l'information arrive au niveau d'abord provincial, à l'autorité sanitaire provinciale, puis le niveau régional, et puis la centrale ou l'échelle nationale. Donc, c'est les mêmes tuyaux utilisés, que ce soit par le médecin généraliste public ou le médecin généraliste privé. Voilà. Voilà, donc effectivement, ça a l'air simple, décrit comme ça. Donc, quand on est allé voir un petit peu de l'autre côté comment les généralistes privés utilisent cette information, ce qui ressort, c'est que effectivement, l'information qui a été véhiculée via le site du ministère de la Santé et via l'Ordre des médecins est restée une information ou des protocoles et des procédures hospitaliers pour la prise en charge de malades Covid positifs. C'est ce qui a été dit, rapporté par les collègues. Deuxième point, effectivement, à partir du moment où un cas suspect, il n'y avait pas de canal privilégié pour prendre contact rapidement avec les unités régionales, des cellules Covid. Ça veut dire que si j'appelle un numéro, j'aurai au bout de la ligne un téléopérateur qui va me réciter je nuis à la procédure, mais si j'ai besoin d'un avis médical spécifique, c'est très difficile de trouver l'information. Ce qui est ressorti, c'est qu'à partir du moment où... Reprendre parfois, parce que voilà, ça va être plus précis. Oui. Alors, effectivement, vous avez raison, la prise en charge, elle se fait en milieu hospitalier. Pourquoi? C'est pour confiner ces patients. Parce que le risque là, comme vous le voyez, on a, alhamdoulilah, moins de décès. C'est énorme. On a beaucoup de guérisons.
d'accord, ce sont, même si la forme, elle est bénigne, voire asymptomatique, parce qu'actuellement, on fait le dépistage autour des cas, c'est-à-dire on dépiste tous les contacts, et même si le cas, il est asymptomatique, on est obligé de le prendre en charge au milieu hospitalier. Pourquoi? C'est dans une logique de confinement afin de limiter la propagation. D'accord? Ça, d'une part. Alors, d'autre part, les canaux qui ont été mis en place au profit du médecin généraliste privé, et au même titre d'ailleurs de beaucoup de médecins publics et privés, d'ailleurs même les ORL, chez les ORL, il y a des signes cliniques qui sont en faveur du Covid. C'était d'abord le Alloveil, d'accord? Ce Alloveil, le numéro économique du ministère de la Santé, au départ, c'était les médecins qui répondaient à ce téléphone. C'était les médecins qui géraient eux-mêmes et qui orientaient les patients avant, bien sûr, vu la cadence des appels, d'engager un centre d'appel pour pouvoir répondre et orienter, justement. Et les orientations, c'était que à chaque fois que c'est un professionnel de santé qui appelle, il doit être orienté directement vers la cellule ou en fait le service de santé publique régional. Et c'est de là que les appels téléphoniques sont dispatchés et les demandes sont traitées au cas par cas. D'accord? Donc, il fallait évaluer est-ce que ces patients ou ces cas suspects, ils répondent à une certaine définition de cas avant, bien sûr, de les prendre en charge. Voilà. Donc, Oui, effectivement, mais à la limite, sur les 15 entrevues que j'ai eues avec des collègues, il est fort possible qu'il y en a une ou deux qui ont abouti, mais la plupart disent qu'il y a beaucoup de difficultés à avoir rapidement accès à un avis médical spécialisé. Tout en sachant que ça, c'était dans les débuts de l'épidémie et que là, on est en train de… Heureusement, alhamdoulilah, grâce aux décisions que vous avez prises, vous en tant que ministère de la Santé et les autres ministères impliqués, l'épidémie quelque part est moins catastrophique qu'on l'imaginait, alhamdoulilah. On s'attendait à pire. Là, c'est une réussite majeure quand même. Il y a eu très peu de morts, très peu de cas graves. Voilà. Quand vous connaissez le Maroc, il a instauré en fait des mesures, je dirais, de contrôle de l'épidémie, bien en fait de façon précoce. Tout d'abord, il y a la distanciation physique. Il y a vraiment beaucoup de mesures qui ont été. Il y avait aussi la fermeture des frontières. Etc., etc. Donc, vraiment beaucoup de mesures qui ont été mises en place afin de réduire l'impact de cette épidémie. On connaissait qu'il y avait à avoir des cas, d'accord, mais il fallait quand même réduire l'impact de cette épidémie. Il fallait, maintenant, on est passé à vraiment à une courbe qui a commencé même sa flexion. On s'est préparé au confinement, à la levée du confinement, etc. Donc, c'est vrai que grâce aux mesures mises en œuvre, non seulement par le ministère de la Santé, mais c'est une gestion multisectorielle de cette crise, on a pu quand même réduire son impact, mais aussi son ampleur. Surtout l'ampleur. Oui, ça c'est clair. Mais l'idée, c'est qu'on est à peu près plus de 5000 et quelques médecins généralistes à travers le Maroc. On se considère comme étant des ressources de terrain, comme vous l'avez dit tout à l'heure, très près de la population et capable d'effectuer des actes de prévention et d'éducation. Dans ce sens, est-ce qu'il y a des généralistes qui sont impliqués dans la mise en place des protocoles, dans la mise en place des moyens de protection, dans toutes ces procédures et dans cette information qui est véhiculée envers les professionnels de santé? Disons qu'elle manquait un peu de spécificité par rapport à notre mission auprès de la population. C'est dans ce sens. Oui, alors le médecin généraliste, il joue un rôle primordial, que ce soit le privé et le public, ou le médecin exerçant dans le secteur public, dans la détection, je parle du Covid, donc de la détection, d'accord, un rôle important aussi dans la notification et la déclaration, mais aussi un rôle important dans l'orientation vers une structure qui pourrait assurer la prise en charge, et bien sûr un rôle aussi primordial dans la prise en charge initiale, puisqu'un patient qui se présente au niveau d'un cabinet d'un médecin généraliste privé, le médecin généraliste doit être en mesure de connaître les procédures et voilà, assurer une prise en charge initiale de ce cas
avant de l'orienter vers la structure adaptée ou de contacter, bien sûr, l'unité de santé, en fait, l'autorité sanitaire locale, c'est-à-dire la délégation provinciale ou préfectorale, pour assurer, bien sûr, le transfert des malades. Pas mal de médecins généralistes, voire même spécialistes, ont pu contacter en fait, les autorités sanitaires locales et il y a eu un transfert de patients depuis les cabinets avec désinfection des cabinets, etc. Donc, je crois que le médecin privé, il a été impliqué, peut-être pas à travers un partenariat à l'échelle nationale, mais il y avait, je pourrais donner l'exemple d'un appel à volontariat au niveau de la région Casastat, en fait, qui a permis à certaines cliniques et à certains médecins privés d'intégrer je dirais, le circuit. Oui, mais c'est ça, par rapport à cette crise sanitaire, l'objectif n'est pas entre guillemets, juger ou autre, mais de se dire qu'est-ce qu'on va apprendre de cette crise sanitaire, en quoi est-ce qu'on pourra être utile si jamais il y a une deuxième vague ou s'il y a autre chose qui va venir. Donc, c'est dans ce sens. Quel modèle pour une participation du médecin généraliste privé dans un cadre qui est contractuel, volontaire, spécifique, structuré, ou au-delà des initiatives individuelles ou de petits groupes qui ont porté leurs fruits, on sent qu'une mobilisation des 5000 et quelques médecins généralistes à travers tout le royaume. Donc, c'est vraiment dans ce sens. Vous me décrivez des expériences réussies, effectivement, sur Casa, sur Tanger, sur des collègues qui participent qui aident au niveau des services des urgences. Donc oui, mais est-ce que il y a possibilité de travailler sur un modèle structuré? En fait, pour travailler sur un modèle, laissez-moi d'abord vous dire que le ministère de la Santé, il encourage le partenariat public-privé. En fait, ça, il y a même des expériences très réussies, ne serait-ce que pour la prise en charge des personnes ou des patients qui sont sous hémodialyse, par exemple. Il y a aussi certains médecins généralistes privés qui sont impliqués dans la surveillance de la grippe saisonnière. Ils font partie du réseau Sentinelle du ministère de la Santé. Donc, il y a pas mal d'expériences. Maintenant, pour aller je dirais, opérationnaliser un modèle, il faudrait d'abord mener une réflexion tous ensemble et créer ce modèle, d'accord, en engageant les différents partenaires pour qu'on puisse asseoir un modèle qui est, je dirais, faisable, mais aussi opérationnel, efficient et efficace. Et reproductible, c'est ça. Oui, en fait, il faudrait dire qu'il y a pas mal d'expériences qui ont fait que le médecin généraliste ou le médecin privé en général est impliqué sur pas mal de programmes du ministère de la Santé. Mais maintenant, comment renforcer ce partenariat, comment le rendre, je dirais, plus procéduré, plus, je dirais, standardisé et accessible à tous les médecins du secteur privé, là, ça mérite une réflexion, c'est-à-dire à part entière, en engageant les différents acteurs autour d'une table et en réfléchissent tous ensemble. C'est une très bonne vision globale. Merci beaucoup, Dr Zine. Un dernier mot pour les médecins généralistes maghrébins et marocains, parce qu'ils vont regarder notre entrevue. Alors, en fait, un dernier mot, il fallait d'abord les remercier par rapport aux grands efforts qu'ils fournissent, parce que là, même durant la crise, ils continuent à travailler, ils continuent à courir ce risque. Donc, ça, c'est un effort louable déjà. Alors, deuxièmement, moi, je trouve que cette question de sécurité sanitaire, il faudrait, je dirais, la simplifier davantage afin d'intégrer tout le secteur privé dans cette approche de sécurité sanitaire du pays. Parce que là, vous voyez qu'une épidémie a vraiment flambé, en fait, une flambée épidémique, elle peut vraiment tout chambouler au sein d'un pays. Alors, moi, je dirais aussi que là, il y a un rôle de formation continue, normalement, qui doit être assuré auprès de ce médecin généraliste privé ou médecin spécialiste privé. Et nous avons les structures qui peuvent assurer, ne serait-ce maintenant, il y a le e-learning et il y a les visioconférences aussi. On peut maintenant, à travers cette crise, on a pu travailler beaucoup plus avec les visioconférences. Et là, c'est la présence de la conférence en témoigne. D'accord? Donc, la formation continue avec les médecins du secteur privé. En fait,
un point aussi important, là, on se prépare au déconfinement. Et ça, c'est un mot vraiment adressé aux médecins. En fait, tous les médecins, tous les professionnels de santé d'ailleurs, pas uniquement les médecins, c'est qu'on n'est pas à l'épargne d'une deuxième vague. Il faut qu'on prépare très, très bien notre levée de confinement, d'accord? Il faut qu'on reste tous vigilants vis-à-vis déjà des personnes qui se présentent au niveau des cabinets, au niveau des structures de soins en général, afin d'éviter le pire et afin de prévenir une deuxième vague. Donc, aussi, protégez-vous. Là, on compte beaucoup sur nos ressources humaines. Donc, il faudrait assurer des soins de qualité, sécurisés, etc., etc. Mais la sécurité du professionnel de santé aussi, elle passe avant tout. Donc, voilà, si j'ai un dernier mot à dire, c'est voilà, travaillons tous ensemble pour gérer cette levée de confinement, restons vigilants et aussi protégeons-nous. Merci beaucoup, Dr Hind. Et la grande question que tout le monde attend, c'est quand la date du déconfinement? Alors là, malheureusement, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas prononcer une date comme ça. Donc voilà, on est en train de préparer le plan de levée de confinement. On est en train d'évaluer encore les risques afin qu'on parte sur de bonnes bases et prévenir toute éventuelle nouvelle poussée ou nouvelle vague du COVID-19. C'est le but. Merci beaucoup, Dr Hind. Mes amitiés à toute l'équipe de l'ADLM qui fait un travail énorme et colossal. Allah yahfidkoum. Et à très, très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt et merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci.